Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'un des textes les plus étudiés des caractères de La Bruyère que nous allons aujourd'hui aborder. Un texte commenté à de très nombreuses reprises, un texte montrant tout à la fois le côté touchant et ridicule du caractère dépeint, un portrait haut en couleur et qui pourrait s'envisager comme la quintessence de ce qu'on appelle aujourd'hui le classicisme. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, le classicisme, c'est quoi? Figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Laisser une grande importance à la morale et à la raison, car oui, parfois, nos amours, nos passions et nos illusions peuvent être de très mauvaises conseillères. Retrouver une pureté de forme dans le style, ou en tous les cas une certaine clarté. Vous n'entendrez jamais des phrases comme Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. vous l'avez compris, ce carnet des charges est complètement respecté dans les caractères de La Bruyère, qui est un grand livre de mœurs classique de bout en bout. Un grand livre classique, donc, où la question de la comédie sociale bat son plein, chaque portrait du livre évoquant un caractère se plaisant trop souvent à se mettre en scène et à préférer, hélas, le paraître et l'image qu'il renvoie. Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Bonne question, merci d'avoir posé. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est 1. Une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte. Une contextualisation. À quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il lu dans le livre? Quand est-ce qu'il a été publié? À quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir? Et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est compris? Oui? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux texte Phédon, un pauvre monsieur dans tous les sens du terme, véritable allégorie du paraître, hyper compensant maladroitement par ses quelques misérables gesticulations le manque de considération sociale que porte à son égard son entourage. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? Allez, on se lance. On y va, on s'élance, on tente sa chance. Les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. C'est dans ces termes peu flatteurs que le narrateur décrit Phédon, un être misérable dont on comprendra vite que l'aspect physique est à l'image de son portrait moral. Le point de vue dévalorisant posé sur cet homme serait donc a priori péjoratif, mais il se nuance par celui plus global de la société, toujours prompte à marginaliser et à mettre de côté celles et ceux comme Phédon, justement, ne répondant pas suffisamment aux codes exigés du paraître. Publié pour la première fois en 1688 par Jean de la Bruyère, Les Caractères est une œuvre atypique, reflétant dans des portraits tout à la fois féroces et sans concession, un miroir déformant des vices d'une société se complaisant trop souvent au jeu factice et un peu vain de la comédie sociale. Le portrait qui nous intéresse dans cette étude est celui de Phédon, un être a priori ridicule, condamné à se conformer pathétiquement au regard des autres, indifférent aux gesticulations du bonhomme, tant ce dernier n'aurait pas les codes, l'argent et peut-être même l'intelligence pour bien paraître en société. Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le texte en 3 axes. Le premier axe, allant de Phédon à les yeux creux jusqu'à de petits services, nous pourrons voir un portrait pathétique faisant de Phédon une victime et un incompris d'une société qui juge et qui exclut. Dans le deuxième axe, de il est complaisant flatteur jusqu'à se couler sans être aperçu, nous verrons plutôt un portrait misérable de ce même personnage que la pauvreté a rendu ridicule, et dans un troisième axe, de si on le prie de s'asseoir jusqu'à la fin, nous verrons toute l'ambiguïté de ce personnage que le moraliste pousse à son comble pour mieux nous faire réfléchir sur le regard que nous portons sur ces êtres comme Phédon, un personnage qui a été aussi poussé au ridicule, qu'il soit réel ou supposé, par les riches et puissants de cette société, toujours prompte à marginaliser. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Mais enfin, n'exagérons rien, maintenant il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, on n'oublie pas de bien appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions
et premières analyses. C'est compris? Oui? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! 1, 2, 3, partez. Dès la première ligne, l'impression qui semble se dégager du texte est ce portrait pathétique faisant de Fédon une victime et un incompris d'une société qui juge et qui exclut. Sur quels critères puis-je affirmer cela? Il me semble que les énumérations en il, le champ lexical de la laideur, sans oublier quelques antithèses, participent à confirmer cette impression. Les énumérations en il donnent effectivement un double sentiment. Celui d'exclure le personnage, comme s'il était toujours en dehors du cercle à l'intérieur duquel nous verrons il aimerait tant participer, et aussi celui de réduire Fédon à une liste d'actions, de faits et gestes, comme si ce dernier se limitait à ses actes. Serait-ce déjà là une manière à peine voilée de critiquer cette société qui ne juge que sur le paraître? Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ces il, je peux les voir dans des formules comme il dort peu, il est abstrait, il a l'esprit, il oublie, qu'il sait, etc., etc. Les énumérations de la première phrase, les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre, quant à elles, concourent également à rabaisser ce personnage avec toutes ses multiples disgrâces physiques. Quant aux antithèses, avoir de l'esprit combiné à stupide, le terme oubli combiné au verbe sait, eh bien, elles contribuent, selon moi, définitivement à faire de Fédon un personnage tiraillé, jamais en phase entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il veut bien montrer dans son paraître. Pourquoi de tels effets? À mon avis, le narrateur crée tous ces contrastes pour ne pas faire de Fédon une simple caricature, mais un personnage tout en nuances, dans lequel chaque lecteur pourra plus ou moins se retrouver. Ces contrastes antithétiques, je les retrouve également dans des formulations comme « et s'il le fait quelquefois », ce qui semble bien, « il s'en tire mal », ce qui est moins bien, « il compte brièvement », ce qui est bien, « mais froidement », ce qui est moins bien. Fédon ne serait donc pas un être univoque, mais bel et bien un personnage complexe dont on ne saurait trop dire pour le moment s'il est touchant par sa gaucherie ou tout simplement pitoyable dans son incapacité à s'intégrer avec les autres. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui, pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe. Dans le deuxième axe, il me semble que le narrateur se plaît à brosser un portrait misérable de ce même personnage que la pauvreté a rendu ridicule. Salaud de pauvre. Le champ lexical des défauts se fait effectivement de plus en plus explicite. Complaisant, flatteur, empressé, menteur, il est superstitieux, scrupuleux. Un champ lexical d'autant plus fort qu'il semble être lié à un autre, celui de la négation que je peux retrouver dans les termes suivants. N'ose les lever, il n'est jamais du nombre, il n'occupe point, il ne tient point de place, pour n'être point, il n'a point de rue ni de galerie, où il ne trouve moyen de passer sans effort. Mais ces énumérations de négation, eh bien, elles mettent en valeur, selon moi, le côté effacé du personnage, incapable de s'insérer et, comme on l'a dit, de trouver sa place. Elles montrent surtout la difficulté de cet être à s'intégrer tant l'infériorité qu'il affiche vis-à-vis des autres l'amène à devenir transparent, voire invisible dans le regard de son entourage. Cette invisibilité, je peux la voir dans des termes comme « n'ose lever les yeux, il se met derrière, il se retire si on le regarde, il n'occupe point de lieu, il n'occupe point de place, pour n'être point vu, il se replie sans être aperçu ». Cette transparence, là encore, pourrait être vue par le lecteur de différentes façons dans son approche des registres. Est-elle pathétique et pitoyable, ou bien drôle et mordante dans le comique et la satire, ou encore les deux? Vous êtes nul. Dans un troisième et dernier axe, je sens une certaine ambiguïté chez ce personnage que le moraliste pousse à son comble pour mieux nous faire réfléchir sur le regard que nous portons sur ces êtres comme Fédon, un personnage qui a été poussé au ridicule, qu'il soit réel ou supposé, par les riches et puissants de cette société, toujours prompte à marginaliser. T'es ridicule. Sur quels critères puis-je affirmer cela? Le registre pathétique qu'inspire Fédon ne vient pas, selon moi, uniquement de son côté pitoyable, avec tous ses misérables défauts. Il vient aussi des qualités qu'il aurait pu déployer si celles et ceux qui le côtoyaient avaient su voir en lui au-delà des apparences. Et cette impression, je peux l'expliciter dans la tournure antithétique de la phrase « libre néanmoins sur les affaires publiques », sous-entendu
Il peut parler librement, ne se trouvant pas dépendant d'un puissant qu'il faudrait courtiser. Chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du ministère. Sous-entendu, marginalisé par ses puissants et autres gens de pouvoir, incapable de voir autre chose en lui que sa condition sociale. Et c'est là tout le drame de ce Phédon piégé par son paraître. Un paraître qui facilite les critiques et les moqueries. Des moqueries que je sens jusque dans les assonances en ou, on, o, en, et les allitérations en che et se, transformant les phrases qu'ils écrivent totalement en ridicule. Il n'ouvre la bouche que pour répondre, il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soi et il attend qu'il soit seul pour éternuer. Je suis passé, c'est chaud. Je suis passé, c'est choche. Ouais, je suis passé, c'est chose. Pourquoi de telles moqueries à l'instant même où le narrateur reconnaissait en Phédon quelques appréciables qualités? Sans doute pour mieux cueillir son lecteur dans l'approche de la dernière phrase. Une dernière phrase d'autant plus forte que le narrateur joue clairement la rupture de ton. L'avant-dernière phrase était longue, multipliant les virgules, les points-virgules et figures de style. La dernière, elle, est courte et lapidaire. Il n'en coûte à personne ni son salut ni compliment. Fin de la dernière phrase, point. Il est pauvre, dernière phrase, point final. Et voilà, je suis très désappointé. Le tranchant de cette phrase claque ainsi comme un rappel à l'ordre pour le lecteur, qui s'était sans doute lui aussi laissé guider par facilité aux premières émotions que lui inspirait Phédon, avant de réaliser qu'il se moquait d'un pauvre, non pas parce qu'il était idiot, mais parce qu'il n'avait pas les codes et encore moins l'argent pour mieux paraître en société. Cette prise de conscience forcément interpelle et nous interroge. Car qu'est-ce qui est le plus pathétique? Voir un personnage qui ne parviendra jamais à s'intégrer dans le cercle auquel il aimerait tant appartenir? Ou bien se moquer de ce même personnage en sachant qu'il n'aura ni le courage et encore moins les armes pour se défendre? De ce constat, le lecteur réalise que Phédon est peut-être tout à la fois bourreau et victime, bourreau de son propre malheur aveuglé par une reconnaissance qu'il n'obtiendra jamais et qui l'obligera à développer les pires défauts pour se compromettre, mais aussi victime d'une société incapable de voir au-delà de ses premières impressions, aveuglée par le paraître. De ces remarques, ce personnage et son entourage deviendraient donc pour moi une allégorie dans laquelle encore aujourd'hui chacun pourrait s'identifier. En Phédon, nous pouvons deviner l'allégorie de celui ou celle qui ne saura jamais trouver le bon ton, la bonne phrase ou le bon geste parce que sa misérable condition l'empêchera toujours d'accéder à la reconnaissance tant désirée. Pour l'entourage de ce dernier, nous pouvons voir l'allégorie de ces gens formatant constamment les autres dans des étiquettes. On n'en comprend que mieux l'héritage classique de La Bruyère, toujours là pour nous montrer des portraits pour mieux nous tendre le miroir déformant de nos propres défauts, qu'un appel à la raison saurait nuancer, corriger ou, tôt ou tard, faire disparaître. Cette impasse dans laquelle Phédon semble emmuré donne à ce texte une triple visée, une visée didactique, par un état des lieux clinique et sans appel concernant les inégalités sociales agitant la société de l'époque. Une visée satirique, à travers les défauts de Phédon, mais aussi de son entourage, incapable de partager et de se comprendre mutuellement. Mais la visée est aussi et surtout polémique, puisqu'elle montre avec force une société cloisonnée et pyramidale, ne laissant aucune chance à celles et ceux comme Phédon qui n'auraient pas dès la naissance les bons outils indispensables pour briller en société. C'est vraiment très très impressionnant. Voilà. À partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explicationnaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici les inégalités sociales, les injustices d'une société qui isole et qui exclut, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien cela peut aussi être les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Ne m'attendez pas de panique, hein. Ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici, un tableau de Vladimir Makovsky intitulé « La visite des pauvres ». Si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type telle que vous pouvez la dire le jour de l'épreuve. C'est parti. 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que ce texte brossait le portrait d'un être misérable, incapable de se faire voir et ou de se faire entendre, tant par sa propre maladresse que par son entourage, lui aussi emmuré dans des codes sociaux ne glorifiant que le paraître et le superficiel. C'est là toute la force de ce portrait, critiquant aussi bien Phédon
trop maladroit et sans doute trop aveuglé dans ses désirs de reconnaissance, que les autres pour qui malheureusement l'habit semble faire le moine. Autant de constats me permettant de faire le lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici un tableau de Vladimir Valkovski intitulé La visite des pauvres. Un tableau riche d'enseignements montrant, comme dans le portrait que dresse La Bruyère, tout l'écart séparant les personnes riches des personnes dans le besoin. Si les premiers dans le tableau sont visiblement là dans un but caritatif, on ne peut que percevoir dans le regard de la femme riche le manque d'empathie, de compassion à l'égard de cette pauvre famille. Comme si le fossé social qui les séparait était tellement grand qu'aucun dialogue ne pouvait être vraiment possible. On peut dès lors se demander si cette incommunicabilité entre ces deux classes sociales est une réelle fatalité ou bien une pure méconnaissance des deux mondes de chacun que ce genre de texte ou de tableau permettrait justement de combler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.